Bonjour. L'ancêtre parle, invoque terre, feu, ciel, océan. Des voix résistent, résonnent, le poème se joue, tambour, espérance et acte de foi. Rien n'est trahison dans cette traversée, tout porte vers l'incandescence, lumière de nos humanités. Pour ma défense, je dirais que je suis poète. Les mots m'ont précédé. Je n'ai pas tété ma mère, je n'ai pas connu mon père. J'habite loin de mon île, mon ventre n'est pas mon ventre. Je n'étais pas convié à ma naissance. Ce fut un extrait de Nous ne trahirons pas le poème de Rodney Saint-Éloi. Nous avons le plaisir d'accueillir Rodney Saint-Éloi, poète, écrivain, essayiste, éditeur, né à Cavaillon à Haïti. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres de poésie, dont Je suis la fille du baobab brûlé en 2015, finaliste au prix des libraires et finaliste au prix du gouverneur général. J'accroche, je t'écris cette lettre, édité en 2013, et finaliste du prix du gouverneur général. Il dirige plusieurs anthologies. Il a publié Haïti Kenbela, puis en 2010 chez Michel Lafon, préface de Yasmina Kadra. Pour la scène, il a réalisé plusieurs spectacles dans Les Bruits du Monde, Les Cabarets Roumains, Senghor, Césaire, Franck-Étienne. Il est l'auteur de l'essai Passion Haïti, édité en 2016 chez Septentrion. Il est récipiendaire du prestigieux prix Charles Biddle en 2012. Il a été reçu en 2015 à l'Académie des lettres du Québec. En mai 2019, il devient compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Il dirige la maison d'édition Mémoire d'Encrier, qu'il a fondée en 2003 à Montréal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Rodney, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir après une grande attente, on va le dire. Puis il y a des félicitations à vous présenter dans un premier temps en mai 2019. Rodney Saint-Éloi, mesdames et messieurs, compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Au nom de toute l'équipe, alors recevez nos sincères félicitations. Je vais commencer par la question préliminaire. Votre déclic avec l'écriture. Votre premier déclic. Merci d'être ici, merci. Je suis arrivé très tôt à l'écriture. J'ai commencé à écrire, j'avais 13 ans, je commençais à jouer avec les mots. Et j'ai commencé surtout par lire, parce que je n'ai jamais pu détacher le verbe écrire du verbe lire. Pour moi, c'est la même action. J'avais commencé par lire, et parce que en Haïti, je suis haïtien et en ce temps-là, on lisait beaucoup. On lisait beaucoup parce qu'il y avait très peu de jouets. C'est comme si le divertissement principal, c'était la lecture. Quand on arrive à l'école, il y a un paradoxe. L'écriture est née du paradoxe, c'est que la seule langue qu'on maîtrisait, c'était la langue créole. Et étonnamment, quand on arrive à l'école, la première injonction qu'on fait à tout enfant haïtien, c'était de lui dire « exprime-toi ». Donc, et par ce « exprime-toi », donc on arrive à être complètement d'abord dans une espèce de décalage, parce qu'on est monolingue créolophone, et on vous dit de vous exprimer dans une langue que vous ne connaissez pas, qui est la langue française. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir et faire en fait de la langue française un jouet, de pouvoir détourner la langue française de son statut officiel, de jouer avec ça. Et ça a commencé en lisant tout ce qui me tombe par la main. Et parmi de ceux qui m'est tombé par la main, c'était Aimé Césaire. Donc je commençais à lire Cahiers de retour au pays natal. Mais quand on dit lire en Haïti, c'est comme dévorer, c'est comme manger. Donc je connaissais par cœur Cahiers de retour au pays natal, Au bout du petit matin, Cette ville plate étalée, Cette terre si criarde. Des livres cultes aussi. C'est des livres cultes. Et tout ça, on les lisait. Et on jouait avec les mots, on jouait. Et les mots, c'était comme un ballon. Donc, on pouvait jouer avec les mots. Donc, et cette écriture-là, ce manque de livres, cette écriture-là, et cette lecture qui a une espèce de dévoration du savoir, parce qu'on pensait, on était arrivé à croire que notre avenir dépendait du livre, de la lecture et de l'écriture.
Et le rôle de la lecture aussi, pour affermir justement notre savoir-vivre, notre savoir-être, notre intellect. Puis il y avait eu votre premier écrit, c'était à l'âge de 13 ans, si je ne m'abuse. Oui, j'ai commencé très tôt à écrire. Et puis à 13 ans, Puis un rapport j'étais avec la poésie. Oui, j'étais conscient à 13 ans que j'étais un écrivain. Et je pense que dans le quartier, on m'appelait aussi l'écrivain. Et à l'école, je faisais des lettres. J'étais comme une espèce d'écrivain public. J'écrivais des lettres d'amour pour mes amis. Donc, je pouvais jouer beaucoup avec les mots comme matière. C'est une matière qu'on pouvait, sur laquelle on pouvait rêver et on pouvait transformer la réalité. Donc, et je pouvais en fait aimer avec les mots. Je pouvais créer de l'altérité, je pouvais pleurer avec les mots. Et je pense que tout de suite, j'ai compris que la littérature, c'était de la magie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, comment on peut vivre dans l'imaginaire grâce à l'écriture. Donc il y avait une vie normale, une vie réelle. J'ai grandi sous la dictature, donc il n'y a rien de beau là-dedans. Donc il fallait des mots pour mettre la beauté sur les choses. Sur les choses. Et puis il y avait cet imaginaire ou un premier imaginaire, celui de Haïti. Est-ce que c'était justement un premier imaginaire pour vous à conquérir? C'est l'enfance, donc c'était un imaginaire naturel. Mais ce qu'il faut dire, c'est en fait, beaucoup plus qu'Haïti, c'était des femmes de ma vie. Oui. Je parle de ma mère, je parle de ma mère Bertha, je parle de ma grand-mère Contita et je parle de ma grand-grand-mère Tida. Donc elles sont trois à élever un fils et elles sont trois à me donner l'amour, à me donner l'écriture. Et je disais un jour, j'écrivais un texte pour dire, en fait, Tida m'a donné le verbe donner. Parce qu'elle, qui ne savait pas lire, elle m'a donné l'alphabet. Oui. Donc c'est un paradoxe qui, souvent les gens disent, mais comment elle te donne l'alphabet, elle qui ne savait pas lire? Et je me dis, mais donner, ce n'est pas donner ce qu'on a, donner, c'est donner ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas, oui, tout à fait. Au fil du temps, donc, vous avez produit beaucoup de, on va dire, plus d'une dizaine de recueils. Bon, j'ai une pile de livres là. Ouais. On va les défiler. D'abord, il y a des essais des collectifs Passion Haïti, mesdames et messieurs, Rodney Saint-Éloi, que j'ai ici présentement. Entre les mains, Refonder Haïti, ça c'est un collectif. Haïti, Kembe là. Que veut dire Kembe là, justement? Tiens bon. C'était après le séisme, c'est un récit sur le séisme qui a été publié chez Lafon. Qui a été publié chez Lafon. Puis, Récitatif au pays des ombres. Justement, j'ai comme l'impression que ce titre vous interpelle. Est-ce que vous interpellez justement la terre natale, justement? Est-ce qu'il y a une vision pessimiste dans ce titre, Rodney? Je dis qu'il y a une espèce de mélancolie, une douce mélancolie, parce qu'en fait, on est des êtres que d'exil. Quand on est en l'exil, il y a l'enfance qui nous rattrape, et il y a le pays natal, et tout Caribéen, toute Caribéenne aussi rêve d'écrire le cahier d'un retour au pays natal. Je pense que tout le monde rêve, comme Aimé Césaire, de reconstruire les paysages de l'enfance, les paysages qui nous ont constitués. Ce sont des utopies. L'enfance, c'est une grande promesse parce que l'enfance est faite d'utopies. Tout est possible avec l'enfance. Alors, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité d'aujourd'hui, Rodney Saint-Éloi. Bon, on va parler de quelques livres dans un premier temps. Il y a une chronologie, Incitatif au pays des ombres. On vient d'en parler. Jacques Roche, je t'écris cette lettre en 2013. Était-ce une lettre justement écrite pour un ami anonyme ou qui était justement... C'est un ami. Quand un pays est comme... Haïti était comme en guerre, en catastrophe immense. Et quelle est l'image qui reste du pays? C'est vraiment je travaille beaucoup avec les paysages et les images, et les portraits, et les visages. Et les visages des gens. C'est comme si le pays, pour moi, est un ensemble de visages, de tendresse. Et par rapport à la violence qu'on voit
à la télévision, quand on est loin, il y a une violence terrible dès qu'on dit le mot Haïti, Ouais. puis on a peur. Et j'étais en correspondance avec ce poète qui est un ami fondamental qui s'appelle Jacques Roche, et cet ami a été assassiné Haïti. à Haïti. Donc, Et puis, oui, c'est une blessure. j'ai pleuré, c'est une blessure qui est restée en moi. Mais comme on était en correspondance, très longue correspondance, et je lui devais en fait une lettre. Oui. Quand j'ai appris qu'il était mort, j'étais en train de lui écrire. C'est comme si je me suis dit, je ne peux pas trahir ça. Je ne peux pas trahir en fait ce poème qui est Jacques Roche. Je ne peux pas ne pas lui écrire cette lettre. Et puisqu'il est décédé, donc, mais ça m'a pris peut-être entre 6 à 7 ans Pour faire un deuil. pour écrire la lettre. Parce que j'ai commencé à lui écrire, il est décédé, donc c'était une lettre ordinaire ou une lettre à un ami. Et puis ensuite, je me suis dit, il est mort. Et puis je me suis dit, je vais lui écrire pour dire à la mort que la mort ne triomphera pas, pour donner un petit peu de lumière, pour faire entendre la voix de Jacques Roche, pour que le bourreau ne triomphe pas. Immortel. Absolument, donc c'est ça que je voulais faire. Et puis c'est très simple, j'ai continué ma lettre, j'ai écrit à Jacques Roche une lettre. Une lettre adressée à lui. Puis en 2014-2015, deux recueils. J'ai un arbre dans ma pirogue. Je suis la fille du baobab. Alors, on a l'impression que vous interpellez l'autre en soi dans la poésie à ce moment-là. J'ai un arbre dans ma pirogue, c'est un vieux texte que j'ai repris. C'était publié, je pense, en 2003-2004. J'ai un arbre dans ma pirogue que j'ai repris. Parce que c'était épuisé, donc c'est un texte qui a été... Il y a eu 3 à 4 éditions de ce texte-là. J'étais en Amazonie, en Guyane. Ah, oui. Je sillonnais l'Amérique. Et puis je vivais pratiquement sur une pirogue en Amazonie. Et puis en contact avec la nature. En contact avec la nature. Et puis, vous voyez, donc, j'ai un arbre dans ma pirogue, c'est-à-dire c'est une richesse immense. J'étais sur la pirogue et puis j'ai vu un arbre et c'est ce que j'appelle l'arbre rose de Cendras. J'aime beaucoup un poète qui s'appelle Blaise Cendras, oui. qui parlait de l'arbre rose en Amazonie. Et j'ai fait le même parcours que Blaise Cendras et puis j'ai vu cet arbre rose et puis j'ai crié « Ah, j'ai un arbre dans ma pirogue », ce qui est un petit peu tautologique, répétitif, parce que la pirogue, c'est un arbre couché. Oui. Et j'ai vu cet arbre rose, c'est au crépuscule, quand le soleil plonge sur les arbres. Et dans la forêt amazonienne, l'arbre devient rose, mais vraiment comme une rose. Et j'ai vu l'arbre rose dont parlait, parce que je pensais qu'il existait un arbre qui s'appelait l'arbre rose dont parlait Blaise Cendras. Et puis je l'ai vu. C'est une exclamation. J'ai un arbre dans ma pirogue. Et puis c'était extraordinaire. Et puis ça c'est resté comme le titre. Puis la fille du baobab qui cherche son visage, son corps. Oui. Et la fille du baobab, j'étais aussi, parce qu'il y a beaucoup de voyages dans ma vie, et les voyages sont documentés, pas de manière anthropologique, les voyages sont documentés de manière très, très intuitive, très, très sensuelle. Je suis très sensible au regard, très sensible au visage des gens. J'ai trouvé sous un baobab brûlé à Joal, au Sénégal, j'ai trouvé un marché en dessous d'un baobab, et le baobab, quand vous regardez de l'extérieur, c'était brûlé par un quelconque orage. On dirait qu'il change de couleur, oui. Oui, et puis en dessous, il y avait tellement de vie. Et je suis entré en dessous de ce baobab, et il y avait plus d'une dizaine de femmes qui m'ont adopté. J'avais des cheveux longs, et ces femmes ont touché mes cheveux. Et ces femmes qui sont vraiment vieilles ont touché mon corps. C'est comme si ces femmes me donnaient le pouvoir que je perdais, le pouvoir d'être un être humain. C'est comme si cette communication m'était tellement précieuse. Et ces femmes m'ont rappelé aussi ma mère, ma tante, ma grand-mère, ma grand-grand-mère. Elles m'ont donné quelque chose. Donc je voulais témoigner de ce grand cadeau. Et j'ai écrit là
Je suis la fille du Baobab baobab brûlé. C'est comme si j'étais publié en train 2015. de renaître et je me suis dit, je dois donner vie à cette féminité qui est en nous, moi hein, oui. et qui est en l'autre. Parce l'autre, qu'en exactement. Haïti, on m'a appris à cacher. Exactement. Un homme doit être fait de toi un homme, Tout à fait. c'est-à-dire soit dur. Oui. Et j'ai trouvé tellement de tendresse, tellement de bonté, Oui. tellement de beauté. Oui. Je voulais rendre grâce, dire merci à ces femmes-là. À cette féminité, à cette beauté, justement. À cette beauté-là. Le tout dernier, Nous ne trahirons pas, le poème, mesdames et messieurs, de Rodney Saint-Éloi, en 2019, publié en 2019. Je dois vous dire que en lisant le titre Nous ne trahirons pas le poème, c'est comme une réaction contre ceux qui renient le poème. Est-ce que je me trompe? Oui, en fait, vous vous trompez pas, vous le lirez comme vous voudrez. Peut-être qu'une autre aura une autre perspective. Ce qui est important pour moi, c'est que la question que je me suis posée, c'est dans une étape de sa vie, je pense que chaque être humain doit s'arrêter pour dire qu'est-ce qu'on peut trahir, qu'est-ce qu'on ne trahira pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel pour la vie. Oui. Et je pense que j'ai trouvé ce qui est essentiel, c'est-à-dire que c'est vraiment la poésie. Poésie dans le sens où il faut aller vers nos humanités, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains. Très bien, alors on va rebondir sur cette question. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité, Rodney Saint-Éloi, dans le cadre de Arts et Lettres. On parlait de Nous ne trahirons pas, le poème que j'ai lu d'une traite, je dois vous le dire. Et puis, j'ai vu une certaine incandescence. Justement, vous le dites, tout porte vers l'incandescence, lumière de nos humanités. Et il y a une réaction, justement, contre l'insensibilité de ceux qui renient le poème. C'est ce que je comprends justement de votre propos. Je vais vous laisser peut-être continuer, peut-être carrément nous lire un extrait, si vous le voulez bien, Rodney. Extrait de Nous ne trahirons pas. Le poème, oui. Ah oui. Ne t'excuse pas de marcher à l'intérieur de ton silence. Ne t'excuse pas de rire à l'infini. Ne t'excuse pas de chanter, de compter les vagues, de déjouer les vertiges entre les lignes de ta main. Ne t'excuse pas de demander à l'histoire à quoi ressemble le chemin de tes souvenirs. Ne t'excuse jamais. Tu es le soleil, tu es la terre, tu es l'horizon. Tu n'appartiens à personne. C'était une urgence d'écrire justement ces livres? Je pense que c'est important, en fait, parce que je travaille beaucoup sur la question décoloniale. La question décoloniale, c'est-à-dire, pour moi, c'est qu'on ne laisse pas parler en nous des voix qui nous ont fondés. Il y a des gens qui nous disent quelles voix qui doivent parler en nous. Et là, j'ai laissé parler dans mon poème les voix de mes ancêtres, les voix qui ne sont pas dans les musées, les voix qui ne sont pas des voix autorisées. Et c'est rare, c'est-à-dire on dit avec qui on négocie dans la vie. Et je suis en train de me reposer un certain nombre de questions qui entrent chez moi, qui frappent à ma porte. Et je laisse entrer le sorcier, je laisse entrer la sorcière, je laisse entrer une femme folle avec ses histoires. Donc, et souvent, ce sont des gens qui sont interdits de parole. Et dans ma voix, il y a d'autres voix. Bon, on va rappeler, il a été au Salon du Livre 2019, bien sûr, Nous ne trahirons pas le poème, le tout dernier de Rodney Saint-Éloi, mesdames et messieurs. Si vous le voulez bien, Rodney, on va passer à Mémoire d'Encrier. Ben oui. Mémoire d'Encrier, bon, maison d'édition phare créée au début des années 2000. Mais dites-moi, comment est né ce projet? J'ai étudié d'abord à l'Université Laval, après j'étais en Haïti. Oui. En Haïti, je dirigeais une maison d'édition. En fait, pour moi, l'édition, c'est une question de déplacement de regard et de déplacement d'intérêt. C'est-à-dire une maison d'édition, c'est une mise en circulation de la pensée humaine. Et cette mise en circulation, ici, était difficile pour moi. C'était difficile de l'accepter au début des années 2000, quand j'étais ici, et parce que je ne me voyais pas dans cette altérité-là. Voilà. Donc,
On parlait beaucoup dans les années 2000 de minorités visibles. Donc c'était un peu difficile parce qu'en Haïti, on est, en fait, on parle en créole de nègre. Mais nègre, ça veut dire être humain. Nègre, c'est pas racialisé en Haïti. Oui, parce qu'il y a des gens qui le prennent aussi encore de manière racialisée. Oui, le nègre n'est pas racialisé. Le nègre, en créole, ça veut dire un être humain. Donc, et si vous êtes en Haïti, quel que soit l'allemand, le québécois, c'est un être humain bon est devenu un nègre. Donc, c'est ça dans la langue créole. Donc, quand je suis arrivé ici, c'était un peu difficile de voir que le mot nègre est connoté très péjorativement. Donc, on parle de minorité visible, on parle de etc. Donc, je n'ai pas compris tout ça. Et je disais, il y a des choses qu'on ne comprend pas et que moi non plus, je ne comprends pas. Il y a des malentendus. Et la meilleure façon, soit de combattre le racisme, soit de repousser les idées reçues, c'est par la pensée, Justement. par une discussion démocratique, par une conversation démocratique. Ouais. Et cette conversation démocratique ne peut être faite de manière sereine qu'à travers le livre. Et c'est pourquoi je pensais que Mémoire d'Encrier avait une place. Oui. Avait une place en publiant des auteurs, pas nécessairement des auteurs célèbres, des auteurs qu'on ne connaissait pas. Ben, surtout des auteurs autochtones. C'est grâce à Mémoire d'Encrier qu'on a eu Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine, Noémie Fontaine. On a beaucoup travaillé avec avec le corpus, avec les autochtones, parce que pour nous, en fait, Haïti, c'est un pays qui a été, dont les premiers habitants étaient des autochtones. Oui. Donc, quand je suis arrivé ici, moi, l'âge d'or d'Haïti, c'était l'âge, entre guillemets, indien. Donc, c'était pour nous le meilleur moment, le meilleur temps de l'histoire d'Haïti. Oui. Pour ma part, ce qu'on m'a enseigné très jeune, c'était l'époque, c'était des caciques, c'était des caciques. Donc j'étais dans des royaumes. Donc pour moi, le royaume de ce monde, c'était Haïti, l'Haïti des Indiens. Oui. C'est ça que j'avais en tête. Donc il y avait la reine Anacaona qui était une reine d'une puissance inimaginable. Donc vous voyez, il y avait Léogane qui était une ville. Il y avait toute une architecture. Et toute la question de la poésie, c'était des émesses, c'était des gens qui ne travaillaient pas, qui vivaient de poésie, de chasse, de beauté et de musique. Et c'était pour moi quelque chose, c'était une ivresse, c'était vraiment une histoire extraordinaire. Donc quand je suis arrivé ici, je n'ai pas compris qu'on peut mettre ce si beau peuple dans des réserves. Je n'ai pas compris qu'on peut les amener au suicide, qu'il peut y avoir un génocide programmé. Donc j'ai été tout de suite interpellé quand j'ai trouvé en fait ces auteurs-là, quand je me suis mis à l'écoute de et j'ai pensé à une chose, je me suis dit, dans cette littérature québécoise, dans cette littérature canadienne, il y a des zones qu'on a occultées. On est déjà à la fin. C'était un plaisir, un honneur de vous avoir reçu, cher Rodney. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, de votre intérêt, de votre continuelle fidélité. Kamal Benkiran avec vous. On se fixe rendez-vous à la semaine prochaine, même date, même heure, jeudi à 15h30. À la prochaine.